Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on redécouvre Friends parce que c'est quand même une super série et surtout parce qu'Anaïs l'avait jamais vue et qu'on n'avait rien d'autre à faire. Exactement. Salut, moi c'est Anaïs, mais vous pouvez m'appeler Wendy Vagina. Et moi c'est Marie et vous pouvez m'appeler Marie Telling. Voilà. Quelle originalité. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Cette semaine, on a regardé la première moitié de la saison 7 de Friends et après une saison 6 assez décevante, je dois dire que j'ai été très contente de retrouver la sitcom en grande forme dans ces épisodes. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, Anaïs. Je dirais pas forcément en grande forme, en meilleure forme. Moi, ça m'a fait beaucoup rire quand même ces épisodes. Ouais, moi il y en a quand même quelques-uns où j'ai noté que j'avais vraiment pas beaucoup ri pendant l'intégralité de l'épisode, mais c'est moins par rapport à la saison 6, quoi, clairement. On sent qu'il y a du contenu de qualité qui revient. C'est bien. Mais ouais, je dirais qu'on est quand même pas au niveau, par exemple, de la saison 5 ou d'autres très très grands moments de la série. Oui, bon, ça, je sais pas si on atteindra à nouveau ce niveau, je veux pas. Et on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Anaïs, à la fin de chaque épisode, tu fais des prédictions pour la suite. On va écouter tes prédictions pour les épisodes qu'on vient de voir. Précédemment dans Amis. Je pense que dans les 12 prochains épisodes, on va pas forcément assister au mariage de Chandler et Monica. Je pense qu'on va voir les préparatifs, sans doute, du mariage. En tout cas, si cette série a un peu de réalisme, ils vont pas se marier 3 jours après le moment où ils ont décidé de se fiancer. Honnêtement, là, je pense qu'à ce stade, Rachel et Ross, il va plus se passer grand-chose jusqu'à la toute fin. Donc, je pense que là, on en a un peu fini pour l'instant avec la tension. Je pense qu'il y aura forcément des petits trucs parce que même dans la saison 6, en fait, il y a beaucoup de moments un peu où on voit que elle a pas envie qu'il se mette avec sa sœur, par exemple. Enfin, il y a plein de petits trucs, mais un gros rapprochement, en tout cas pas dans les 12 prochains épisodes. Impressionnant. Comme d'habitude, tu fais toujours des très bonnes prédictions. Ouais, ça va, ouais. Juste, il y a eu un tout petit rapprochement entre Rachel et Ross dès le premier épisode, mais c'est vrai qu'après, plus rien. Ouais. Anaïs, à chaque fois, tu nous prépares un petit récap des épisodes. Alors, en 1 minute, est-ce que tu peux me dire ce qui s'est passé dans ces 12 épisodes ? Déjà, les préparatifs du mariage de Mondler sont en cours. Mais effectivement, on va pas tout de suite arriver au mariage. Joey et Rachel passent beaucoup de temps ensemble. Je l'ai noté. Mm-hmm. Ross masse un vieux avec des cuillères à salade. Ça m'a fait beaucoup rire. La série Mac and Cheese, effectivement, a été cancelled, comme je l'avais prédit, pauvre Joey. On apprend plein de secrets sur les personnages, notamment le fait que Chandler n'aime pas les chiens et que Ross n'aime pas les glaces. Ces gens sont vraiment des monstres. C'est clair. Et on apprend aussi que Ross s'est chié dessus dans Space Mountain. Ils en ont fait tout un... T'as trouvé ça très drôle ? Ouais. Moi, je trouve qu'ils auraient pu le développer plus. Tu vois, plus de couleurs, ça aurait été plus drôle. Mais plus de couleurs, plus d'odeurs. Bon, Rachel embauche un petit jeune juste parce qu'elle le trouve beau et ensuite, elle se met à sortir avec. No comment. Phoebe apprend à faire du vélo. Yes, queen. J'étais trop contente pour elle. On apprend que Monica ne savait pas lire l'heure jusqu'à ses 13 ans. Moi, je sais toujours pas, donc je peux pas la juger. J'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. Et Phoebe a prévu de mourir le 15 octobre 2032. Donc voilà, ça veut dire qu'elle est encore vivante. Ouais, ça approche et je me suis dit qu'elle allait peut-être mourir du Covid-27. Oui, peut-être. Voilà. Bravo. Bon, comme tu le dis, il y a les préparations du mariage de Mondler. Apparemment, c'est vraiment leur surnom officiel. Ouais. Je n'étais pas au courant, je suis vraiment une mauvaise fan. Qui commence dès le début de la saison. Déjà, on découvre que Monica tient un wedding book. Donc, elle a un livre, un énorme classeur de préparatifs de mariage qu'elle tient depuis l'adolescence ou la préadolescence. Donc, elle est complètement folle, on est d'accord. Parce que j'ai trouvé ça complètement dingo. Ouais, enfin vraiment, j'ai levé les yeux au ciel, mais ça revient un peu à ce qu'on avait déjà dit pendant le mariage de Ross avec Emily, où c'est genre... Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais c'est vrai que c'est tellement cliché, la meuf qui prévoit son mariage depuis qu'elle est toute petite et qui est hyper rigide, en fait, sur le fait que ça va être telle fleur et pas telles autres fleurs. C'est rigolo parce que c'est Monica et qu'elle est juste obsessionnelle dans tout ce qu'elle fait et un peu intense dans tout ce qu'elle fait, mais c'est vrai que j'étais là, mon Dieu, clairement, j'aimerais pas avoir une pote comme ça, quoi. Ouais, c'est clair. Surtout, j'aimerais pas être sa demoiselle d'honneur. Ouais, voilà, exactement. Quand tu vois Phoebe et Rachel qui se battent pour être sa demoiselle d'honneur, j'étais là, putain, mais fuyez, pauvre folle, quoi. C'est clair. Non, et puis alors, ça va très très loin quand même, parce qu'à un moment, elle se rend compte que ses parents, ça c'était très drôle, ont dépensé le fonds du mariage de Monica, les économies qu'ils avaient pour payer son mariage dans une maison de vacances. Ouais. J'adore les parents de Monica et Ross, donc j'ai trouvé ça génial. Ouais, et que quand elle s'est séparée avec Richard, ils ont refait la cuisine, parce qu'ils se sont dit, bon, bah, de toute façon, foutu pour foutu. Et que quand elle s'est mise avec Chandler, par contre, ils ne sont pas mis à économiser, parce qu'ils se sont dit, lui, il lui demandera jamais. Ça va jamais marcher. Et quand elle découvre ça, elle découvre aussi que Chandler a des économies. Et Monica est très vexée quand Chandler ne veut pas mettre toutes ses économies dans son scénario de mariage le plus extravagant. Ouais. Et ils ont une espèce d'engueulade autour de ça qui se finit sur un compromis. Il n'y a pas de problème. On sait, mais tout va bien, quoi. Mais attends, t'es pas en train de me dire qu'on va dépenser tout cet argent dans le mariage ? Bien sûr. Mais attends,
Non mais t'imagines que j'économise cette somme depuis déjà 6 ans et que je prévoyais de réserver une partie pour notre avenir et pas uniquement pour une fête. Tu te rends compte que ça va être le plus grand jour de notre vie? Oui, je comprends bien, chaton, mais j'ai pas envie de dépenser tout cet argent sur une seule fête. On aura tout le temps de regagner de l'argent plus tard, mais finalement, on ne se marie qu'une fois. Oui, je sais, je comprends bien, mais j'aime mieux trancher dans le vif tout de suite, et là, je préfère te dire non, voilà. Mais vraiment, ça, je me suis dit, mais c'est complètement dingo. Ouais. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi, vraiment, j'étais tellement du côté de Chandler, et même j'étais énervée, en fait. Qui cède à la fin. Ouais, qui cède, parce que c'est absurde. Tu ne dépenses pas les économies que tu as fait depuis des années sur un mariage. Je trouve ça complètement dingue. Ah non, je suis complètement d'accord. J'ai écrit genre, mais ça va pas la tête. Enfin, vraiment, je comprenais pas. Et surtout que pour Monica, c'est une évidence, en fait. C'est-à-dire que elle va même pas lui demander ou lui dire, est-ce que tu penses que peut-être, enfin, pour elle, il n'y a pas d'autre solution que de prendre toutes les économies de Chandler pour les dépenser pour son mariage. J'ai trouvé ça, mais totalement absurde. Je trouve qu'en fait, même le fait qu'ils osent en faire un point de l'intrigue m'énerve, en fait, parce que je trouve ça tellement absurde et un peu toxique, en fait, que ce soit un point de dispute dans ce couple. Ouais, c'est clair. Après, bon, je pense qu'on a beaucoup évolué depuis, mais on était dans une époque où le mariage était encore vu peut-être comme quelque chose de beaucoup plus traditionnel, en fait, ou enfin vraiment un peu incontournable. Un grand mariage, oui, Ouais. mais bon, c'est... Enfin bon, bref. Mais oui, c'est ridicule. Et puis ça se finit bien et c'est mignon à la fin, donc Ouais. c'est pas grave, on va pas... L'autre grande intrigue de ces épisodes, c'est Rachel qui, comme tu l'as dit dans ton résumé, embauche un assistant juste parce qu'il est mignon, qui s'appelle Tag, qui est un peu le nom le plus white guy de l'histoire des États-Unis. Et bon, c'est vrai que Tag est assez mignon quand même. Il fait un peu genou, mais il est choupi, quoi. Franchement, au début, j'étais là, ouais, pourquoi pas, petit cutie, quoi. Et en fait, plus cette intrigue a avancé, plus ça me saoulait. Donc, et à la fin, j'étais là, mais il est vraiment pas si beau que ça, quoi. Tout le monde tombe en pamoison devant lui comme si c'était Brad le Pitt. plus bel homme du monde. Ouais, voilà. J'étais là, putain, quand Brad Pitt va arriver, ça va clairement les secouer parce que ils ont encore rien vu, quoi. Mais Qu'est-ce que tu as pensé de cette intrigue? Parce que elle est un petit peu douteuse par moment, mais je me demandais ce que t'en avais pensé. moi, ça m'a mise extrêmement mal à l'aise du début jusqu'à la fin, en fait. Vraiment, comme d'habitude, je pense que la série ne cautionne pas forcément. C'est-à-dire que, littéralement, tous les autres amis disent à Rachel, tu peux pas l'embaucher juste parce que tu le trouves mignon. Si tu l'embauches, tu ne peux absolument pas démarrer une relation avec lui. Alors que, enfin, tu vois, elle aurait pu lui dire, je te prends pas pour le job, mais si tu veux, on va prendre un café. Enfin, il y aurait pu avoir d'autres solutions. Voilà. Et pendant un peu toute la demi-saison, elle a plein d'avertissements de ses amis. Donc, la série nous présente pas ça forcément comme quelque chose d'hyper romantique. Mais ouais, franchement, j'étais très mal à l'aise parce que dès le départ, en fait, il est clair qu'elle ne l'embauche que pour ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas compétent. Il est en compétition avec une femme qui, elle, est très compétente et qui, même selon les dires de Rachel, est la candidate parfaite pour le poste. Donc, c'est déjà problématique à tout point de vue à ce moment-là. Et ensuite, en fait, j'espérais il y a eu plusieurs moments où il dit d'abord qu'il veut sortir avec Phoebe. Donc là, je me suis dit, c'est malin parce que, du coup, ça subvertit un peu ce qu'on attend. Ensuite, il dit qu'il va se remettre avec son ex-petite amie. Donc là, pareil, je me suis dit, en fait, tant que Rachel est un peu la butt of the joke. Oui, qu'elle est la victime de cette intrigue, quoi. Ouais, voilà. Et qu'en fait, ça montre à quel point c'est un peu ridicule de sa part d'avoir ce crush sur ce mec. Ça reste assez amusant, en fait, parce que Jennifer Aniston le joue très bien et tout. Mais quand enfin ils se mettent ensemble, là, vraiment, moi, j'étais pas du tout à l'aise et j'ai hâte que cette histoire se termine parce que je trouve ça vraiment, j'adhère pas du tout, quoi. Peut-être qu'elle va jamais se terminer, Alex. Ouais, peut-être. Mais je sais pas, toi, t'en penses quoi? En le revoyant, c'est sûr qu'évidemment, c'est problématique. En plus, elle l'objectifie à fond. Ouais. Elle interrompt sa pause déjeuner parce qu'elle sait qu'il fait de l'exercice dans le bureau pendant la pause déjeuner. Elle est tout le temps en train de le mater. Si les rôles étaient inversés et que elle, c'était un homme et lui une femme, ce serait révoltant, quoi. Bah ouais. Bonjour, je suis là pour la place d'assistant, mademoiselle. Comment vous appelez? Tag Jones. Ah, continuez. C'est tout. Très bien. Bon, alors allons-y, jetons un coup d'œil à ce CV. Ouais, j'ai encore jamais travaillé dans un bureau avant, et j'avoue que j'ai pas beaucoup d'expérience, Oh, mais... arrêtez, faut pas vous dévaloriser. Vous avez été peintre en bâtiment pendant 3 ans. Ouais, c'est faible, je sais. Mais je suis un garçon qui a des buts dans la vie et qui a toujours eu envie... Excusez-moi, vous permettez une seconde, s'il vous plaît. Ouais. Désolé, j'en ai besoin pour le chef du personnel. Levez-vous, s'il vous plaît. Elle le prend en photo sans lui demander. Elle lui dit de se mettre debout et de tourner pour qu'elle l'observe. Enfin, vraiment, c'est, comme tu dis, hyper dérangeant. Et si c'était Chandler qui faisait ça avec une subordonnée, tout le monde trouverait ça ignoble. Non, mais c'est vrai, j'ai pas de défense pour Rachel à ce moment-là. Après, je trouve ça quand même marrant, certaines scènes. Ouais. Par exemple, quand elle fait le mémo où elle fait son évaluation et que les blagues qu'elle met dans son évaluation me font rire. Et puis, je trouve Jennifer Aniston très, très bonne dans ces épisodes. Enfin, comme d'habitude, donc... Ouais. Et je pense que j'ai aussi un côté peut-être un peu défensif par rapport à Ross, en fait, parce qu'on entend
j'entends tellement le fait que Ross est toxique pour ce qu'il a fait, enfin tu vois, son immersion dans le... Vas-y Anaïs. Non mais tu vois, et c'est vrai, enfin je reconnais qu'il a fait plein de choses aussi qui sont hyper répréhensibles. Mais du coup, je comprends pas pourquoi on n'entend jamais parler du fait que Rachel a toute une intrigue de harcèlement sexuel au travail, en fait. Enfin, tu vois, si tu veux remettre en question certaines intrigues de Ross, il faut aussi remettre en question certaines de Rachel, tu vois. Ouais, je pense qu'une partie du truc, c'est que c'est une femme et que les rapports de pouvoir étaient pas les mêmes aussi dans l'imaginaire collectif. C'est-à-dire qu'une femme qui fait ça à un homme, on le perçoit pas de la même façon qu'un homme qui fait ça à une femme. Ouais, c'est clair, mais du coup, pour moi, c'est aussi un problème. C'est-à-dire que autant parfois, quand une femme va objectifier un homme dans la pop culture, il y a ce côté un peu genre renversement, tu vois, qui est sympa et qui est jouissif, parce qu'on est très conscient du fait qu'il y a un male gaze qu'on essaye de renverser et tout. Mais là, en fait, je trouve qu'il y a même pas ça, tu vois. C'est même pas un truc un peu jouissif de, en fait, je suis une femme qui prend le pouvoir et du coup, je renverse les rôles et tout, quoi. Pour moi, c'est juste, cette intrigue me dérange autant que si elle avait concerné, genre, Chandler et une subordonnée qui l'embauche juste parce qu'il lui a dit, tourne-toi et j'aime bien tes fesses. Oui, non, je comprends. Rachel, c'est un personnage qui tombe vite dans le ridicule quand elle a des crushs, en fait. Ouais. Et à chaque fois, à travers la série, elle a eu plusieurs avec Joshua et tout ça, vrai, ouais. où elle se ridiculise et elle devient complètement... elle est plus vraiment elle-même quand elle a un crush, et ça participe un peu de ça, mais c'est vrai qu'il y a un aspect qui, surtout aujourd'hui, qu'on voit de façon beaucoup plus critique, je pense, et c'est beaucoup plus dérangeant parce qu'on a eu beaucoup de conversations aussi sur... les dynamiques au travail, les dynamiques de harcèlement dans la sphère professionnelle qu'on n'avait pas eu à l'époque. Ouais. Non, complètement. Dans la saison 6, tu as été assez critique de Joey. C'est vrai qu'il était un peu... il n'était pas son meilleur jour, disons, qu'il était très... c'était un peu le Joey obsédé du cul, quoi, qui était tout le temps en train d'emmerder un peu les filles et de faire des remarques un peu salaces. Ouais, avec l'histoire de la recherche de la coloc, tout ça. Exactement. Là, pour moi, il est de retour en très grande forme. C'est le Joey choupi, quand même. Le Joey très con. Oui. Enfin, vraiment très, très con. Et effectivement, là, il fait partie de ceux qui m'ont le plus fait rire dans ce segment. On retrouve un peu tout ce qui m'a plu dans le Joey des débuts. Et puis, ce qui est hyper cool, c'est que la dernière fois, je disais, je vois absolument pas comment ils peuvent le transformer en lead romantique, alors que là, on est vraiment, on rat des pâquerettes avec son attitude envers les femmes. Et en fait, là, ces 12 épisodes qu'on vient de voir construisent totalement le futur, je pense, un peu plus sérieux. Après, je sais pas, peut-être que ça va être totalement débile quand il va se mettre avec Rachel, mais là, il me paraît crédible, beaucoup plus dans une relation. Et c'est même dit explicitement, puisque Rachel fait un peu son éducation sentimentale, en fait, et émotionnelle, et elle lui apprend à aller au-delà de juste un date où il couche avec une meuf et il la vire le lendemain. Oui, c'est très mignon cet épisode. C'est avec Christine Davis qui jouait Charlotte dans Sex and the City. Ouais. Il couche avec elle et après il demande à Rachel de jouer le rôle que jouait Chandler pendant des années en se débarrassant de la meuf le matin, en lui faisant des pancakes et en lui disant mais tu sais, il peut pas s'engager. Ouais. Et en fait, Rachel refuse de faire ça parce qu'en plus, Christine Davis est hyper mignonne et elle a l'air très sympa. Elle convainc Joey de tenter sa chance avec elle et Joey le fait. Et après, en fait, au final, c'est Christine Davis qui largue Joey et lui se retrouve hyper triste. Et ce qui est trop mignon à la fin, c'est quand elle lui dit je me mêlerai plus de ça, Rachel, j'essaierai plus de te caser avec quelqu'un. Il lui dit si, tu peux le faire, mais la prochaine fois, assure-toi qu'elle m'aime vraiment. Ouais. Trop mignon. She's not looking for a serious relationship. Oh. Hey, Joey, you know what? You are way too good for her. Yeah, and honey, I promise next time I will just say goodbye and tell him you are not looking for a relationship. No. Next time, make sure she really likes me. Well, that too. J'ai trouvé ce passage hyper mignon. Enfin, vraiment, là, pour moi, j'ai l'impression qu'il pose totalement les jalons pour une possible petite amourette future avec Rachel, parce que, déjà, ils passent énormément de temps ensemble puisqu'ils sont encore colocs. Elle lui apprend à faire du bateau. Et il y a toute cette intrigue, effectivement, avec Christine Davis. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'en fait, quand il fait son deuxième date avec elle, il dit « Ah, mais en fait, c'est super, j'étais vachement moins stressée parce qu'on s'était déjà vu une première fois. » Et donc, en fait, on comprend qu'il a jamais fait de deuxième date, qu'il est jamais allé au-delà du coup d'un soir. Et du coup, là, il y a une vraie évolution qui est hyper touchante et qui le rend vachement plus crédible. Et en plus, il est très bon, je trouve, Matt Leblanc, dans les quelques scènes où il est un peu plus vulnérable et où il se comporte vraiment de manière attentionnée avec Christine Davis. Bon, ça dure 5 secondes, mais je le crois, quoi. Et du coup, là, ça y est, je suis dans le bon état d'esprit pour accueillir le OTP absolu de Friends. Le OTP absolu. Voilà. Le couple iconique qu'est Rachel et Joey. Alors, OTP, ça veut dire le One True Pairing, donc ça veut dire le couple ultime de la série. Et là,
là, je peux te dire qu'en écoutant ça, tous les fans sont en PLS. En fait. Parce que c'est vraiment pas... Disons que c'est pas l'opinion dominante, quoi, mais on va voir. Non, mais je pense que c'est pas la mienne non plus, hein, mais Tu sais clairement, pas, hein. ouais, peut-être que je vais changer d'avis, mais en tout cas, moi, disons que, pour rappel, je suis allée dans Friends en pensant que le couple iconique, c'était eux, parce que les 2 épisodes et demi que j'ai vus dans ma vie, Rachel et Joey étaient en train de développer un truc, quoi. On verra. Mais j'ai hyper hâte, là. Franchement, je trouve que la série m'a bien préparée, donc c'est bien. Là, c'est un des rares avantages que j'ai à voir le truc venir, c'est-à-dire que je peux vraiment voir un peu comment ils sont en train de poser, tu vois. Les jalons pour la relation. Ouais. Il y a un autre truc que tu as mentionné dans ton résumé dont je voulais parler, c'est le vélo de Phoebe. Oui. Alors pour plusieurs raisons. Déjà parce que Ross est vraiment trop choupi dans cet épisode quand il lui achète le vélo. C'est vraiment pour moi, c'est un peu l'argument que j'utilise à chaque fois que je dois défendre Ross pour dire qu'il a vraiment un bon cœur. Ah non, mais là, c'est... Elle raconte cette histoire, il lui ramène le vélo, quoi. C'est incomparable. Ouais. Enfin, et d'ailleurs, on peut entendre ma réaction au moment où il le fait. Enfin, vraiment, je n'ai jamais vu un tel acte de bonté dans toutes les années de pop culture que j'ai visionné. C'est juste, mais c'est génial, quoi. Parce qu'en plus, c'est même pas la meuf dont il est la plus proche dans le groupe. Donc, ça sort vraiment de nulle part, quoi. Ever since you told me that story about that bike, I couldn't stop thinking about it. I mean, everyone should have a first bike, you know, so... Oh, You like it? I love it! Yeah? Ouais, c'est son côté un peu papa. Il est vraiment choupi avec ça. Après, par contre, quand il commence à lui dire si tu marches avec et que tu fais pas vraiment du vélo, je vais le reprendre. J'étais là, ok, mec, calme-toi. Ouais, mais en même temps, moi aussi, mais comme ça marche, je me suis dit, bon, ça va, quoi. Et puis, cette scène est très marrante parce qu'elle lui dit, j'ai perdu le vélo, je suis désolée. Et en fait, il est caché sous un drap dans sa pièce. Donc, non, toute cette intrigue m'a vraiment mis du baume au cœur. J'ai adoré. Et je veux pas faire ton coming out. J'attends cette intrigue depuis des saisons entières parce que vu que je sais que tu aimes bien Phoebe et que tu t'identifiais parfois à elle, j'ai toujours pensé que tu allais vraiment t'identifier à elle en ce moment parce que Anaïs, tu sais faire du vélo, mais tu n'en fais pas vraiment faire du vélo. Voilà, tu sais pas vraiment faire du vélo. Ah ouais, non, mais vraiment, j'ai écrit comme moi, quoi. Je sais pas faire de vélo. Alors, je sais mieux en faire qu'elle. Oui, j'ai pas tu besoin peux des petits tenir trous. sur les 2 roues, quoi. Voilà, je sais avancer et pédaler et tout, mais c'est juste que, ouais, j'en ai fait peut-être 2 fois ces 15 dernières années parce que j'ai jamais aimé ça, j'ai jamais su très bien en faire. Ça me fait peur, ça me fait très mal aux fesses et à Phoebe aussi. Donc, j'étais contente qu'elle rappelle que c'est quand même un gros problème, les selles de vélo. Oui, c'est un problème la première fois que t'en fais depuis longtemps, mais après, c'est plus un problème. Mais la dernière fois que j'en ai fait, c'était il y a 2-3 ans avec des amis en vacances. J'en ai fait pendant 15 minutes. J'étais terrifiée. J'étais en nage tellement j'étais stressée. Et après, j'ai eu des bleus, enfin, ou en tout cas, j'avais mal physiquement aux fesses pendant 3 jours après, tellement ça avait été brutal pour moi, quoi. N'importe quoi. Et vraiment, j'arrêtais pas dès qu'il y avait une toute petite pente, je disais, mais qu'est-ce que je fais? Bon, Donc, tu t'es identifié à Phoebe, du coup. Ah ouais, grave. Franchement, là, merci pour cette intrigue parce que on peut être des adultes assez fonctionnels et ne toujours pas savoir faire de vélo. Il y a quelques autres petits trucs qui t'ont marqué, je crois. Bon, déjà, on en a parlé, il y a Rachel et Ross qui s'embrassent. Ouais, c'était assez marrant. Enfin, en fait, ce qui m'a fait marrer, c'est surtout la conversation qu'ils ont avant que ça se produise, où elle lui dit non, mais ce serait bien d'avoir une espèce de dernier petit coup, quoi. Et notamment, elle lui dit que ce qu'elle a retenu de leur relation, c'est qu'il était très bon au lit. Et alors là, j'étais là, non, mais est-ce qu'on peut se souvenir qu'ils ont passé je sais pas combien de temps à s'engueuler parce que son sexe n'était pas assez animal? Oui, c'est vrai. Et là, du coup, maintenant, on a totalement réécrit l'histoire. Oui, mais c'était tendre, elle avait dit. Ouais, voilà. Et après, du coup, David Schwimmer est très drôle parce qu'elle lui dit qu'elle aime bien ses mains et du coup, il passe tout l'épisode à agiter ses mains. Ouais, alors que bon, franchement, ses bras, oui. Ses mains, je sais pas. Mais peut-être que ses mains sont pas mal comparées à d'autres mains, mais comparées à la taille de ses bras, c'est vrai qu'elles sont pas particulièrement impressionnantes. C'est clair. Deuxième petit truc qui t'a marqué, c'est les siestes de Ross et Joey. Ouais, c'est trop mignon en fait, mais ça m'a agacée en fait au bout d'un moment. Enfin, je me suis dit, mais pourquoi cette série... Pour resituer, Ross et Joey en fait s'endorment ensemble devant Die Hard. Ouais. J'étais là, yes. Et ensuite se rendent compte que c'était la meilleure sieste de leur vie et du coup ils refont une sieste ensemble parce que c'était hyper cosy, quoi. Ouais, voilà, hyper confortable et c'est trop mignon et ils ont l'air tellement confortables ensemble. Enfin, vraiment, ça donne envie d'aller faire la sieste dans leurs bras, quoi. Je me suis dit, je comprends pas pourquoi cette série est tellement obsédée par l'idée de, enfin, tu vois, des sous-entendus homo-érotiques qu'il faut absolument supprimer, quoi. Enfin,
Pour moi, ça commence à devenir un des marqueurs les plus forts de la série en général. J'ai l'impression que peut-être que c'est une accumulation, tu vois, parce qu'au début, je n'avais vu que quelques épisodes, mais là, j'ai l'impression qu'il y a que ça. C'est un des trucs qui a marqué, qui a été le plus critiqué ces dernières années, et je pense qu'il y a une raison pour ça, c'est parce que c'est le cas, quoi. Jouer là-dessus et jouer sur les sous-entendus homo-érotiques, c'est devenu un gimmick de la série au fil des saisons. Ouais, non, c'est clair. Et puis, en fait, ils répètent beaucoup de gags, comme tu dis, même, par exemple, là, le premier épisode de la saison où ils sont tous en train de se préparer. Ça m'a rappelé l'épisode où ils sont tous en train de se préparer. Enfin, tu sens qu'ils essayent de reproduire certains succès passés. Donc, je comprends. Mais c'est vrai qu'avec ces blagues-là, ou les blagues de Monica, enfin, là, on a au moins 3 blagues différentes dans ces 12 épisodes sur le fait qu'elle s'est assise sur un truc quand elle était grosse et que ça l'a cassée, quoi. Pour moi, c'est de la fainéantise de la part des scénaristes parce que je trouve que c'est même pas les blagues les mieux écrites et que ça fait juste... Enfin, peut-être qu'ils étaient fatigués ou je sais pas, tu vois. C'est la saison 7. Hein. Voilà, ils arrivent peut-être à un stade où ils ont moins d'idées originales, mais du coup, c'est vrai que c'est un peu laborieux de voir ça, surtout quand on le regarde, je pense, dans une période très, très restreinte comme on est en train de le faire en ce moment, quoi. Mm-hmm. L'autre chose qui t'a marqué, c'est le retour de David, dont tu dis qu'il est l'âme sœur de Phoebe. Ouais, bah non. Je sais pas. On verra. En tout cas, pour rappeler, David, c'est le petit binoclard. Il est joué par Hank Azaria. Ouais. Il est joué par le scientifique qui est parti en Ukraine. Ouais, voilà. Et du coup, là, quand il est revenu, bon, son bouc, ça va pas du tout. Mais ouais, j'étais juste trop contente qu'il revienne et j'espère vraiment que Phoebe va trouver l'amour avec lui parce qu'elle m'a beaucoup émue quand elle lui dit au revoir et qu'elle pleure devant le taxi à la fin. Et que Joey la prend dans ses bras et que c'est trop mignon. Enfin, vraiment, toute cette partie... Moi, j'aime bien quand ils sont amis et qu'ils sont là les uns pour les autres, comme dans le générique. C'est bien. Et le dernier truc, c'est moi qui voulais le mentionner, c'est les lunettes de Chandler. Il a des nouvelles lunettes et c'est un peu comme la moustache de Carrère, c'est-à-dire d'Emmanuel Carrère, parce qu'il arrive et personne remarque qu'il a des lunettes et tout le monde pense qu'il avait déjà des lunettes. Et je me suis demandé si Emmanuel Carrère avait vu l'épisode et avait pensé à ça pour son livre. Je sais pas, ce serait une bonne question, mais bravo pour cette référence un peu highbrow. Oui, parce qu'on est un télo aussi, tu vois. Mais oui, non, j'avais noté aussi et j'ai noté que ça lui allait très bien. On nous dit dans l'oreillette que le roman de Carrère est paru en 86. Je pensais qu'il était beaucoup plus récent. Mes références ne sont pas si highbrow que ça. J'étais un peu Le livre avec Vincent Lindon, c'est ça? C'est ça. Mais du coup, bon, c'est peut-être Friends, en fait, qui s'est inspiré d'Emmanuel Carrère. Peut-être. Ou sinon, juste aucun rapport. Quoi. Oui. Parce que moi, honnêtement, ça m'a fait rire, mais je m'étais pas forcément dit « Ah, c'est comme dans la moustache, quoi ». Si tu devais sélectionner 3 moments qui t'ont fait le plus rire ou réagir, ce seraient lesquels dans ces épisodes? Alors déjà, cette série a l'air de vraiment quand même me parler côté animaux, parce que après Marcel et après le petit canard et le petit poulet, un canard et une poule, là il y a un chien. Que personnellement... Moins original quand même, mais il est trop mignon. Mais trop mignon. Et en fait, on dirait une hyène un peu. Quand il sort sa tête du sac, je l'aurais appelé la hyène. Je l'ai trouvé trop mignon et ça m'a fait réagir très fortement. Vous allez l'entendre. What the hell's in there? It's just my knitting, that's all. Yes, I knit this. I'm very good. Toi, c'est bien parce que tout ce qu'il te faut pour une série pour être bonne, c'est juste mettre des trucs mignons tout le temps. C'est clair. Ah non, mais il est tellement mignon. En plus, il a juste la tête qui sort du sac. Et il n'y a rien de plus mignon sur Terre qu'un petit chien qui a juste la tête qui sort du sac. C'est vrai. Oh là là. Le deuxième truc qui t'a fait le plus réagir? Vraiment, ça, je pense que c'est un des trucs qui m'a fait le plus rire de tout. C'est Moo Point. Donc, pour essayer d'expliquer un petit peu, c'est pendant l'épisode de Thanksgiving où Joey... En plus, enfin, là aussi, je me suis beaucoup reconnue parce que j'emploie souvent les expressions mâles. Et tu me reprends souvent en disant non, ça n'a rien à voir. Je mixe plusieurs expressions. Et donc là, au lieu de dire Moot Point, pour dire en gros, ça n'a pas lieu de... Moot, ça veut dire stérile, en fait. Donc, c'est un point stérile, c'est quelque chose qui n'a pas lieu... Ouais, voilà, ou dialogue de sourds, enfin un peu comme ça. Et donc en fait, au lieu de dire ça, il connaît mal l'expression, il dit moo point. Et donc moo, c'est le bruit que font les vaches en anglais. Voilà. Et je pouvais plus m'arrêter de rire. J'ai trouvé ça trop drôle parce qu'en plus il l'explique et son explication est hyper logique, quoi. Et même Rachel dit est-ce que je passe trop de temps avec lui ou est-ce que c'est logique? Voilà, parce que du coup son explication c'est en fait c'est comme l'opinion d'une vache, on s'en fout. Et d'ailleurs ils ont traduit littéralement comme ça. On a écouté la version française, donc ça fonctionne pas du tout niveau blague parce que à mon avis ils auraient dû prendre une expression. Voilà. Non, ça va pas du tout. Mais c'est devenu culte. Drôle. C'est dommage parce qu'en français du coup je pense que dans la VF c'est pas du tout devenu culte parce que c'est pas très drôle, alors qu'aux États-Unis Moo Point c'est hyper connu comme réplique. Bah d'ailleurs je connaissais moi aussi, mais là ça m'a fait mourir de rire. This is all a moo point. A moo point?
Yeah. It's like a cow's opinion. Just doesn't matter. It's moo. Have I been living with him for too long, or did that all just make sense? It's mou. C'est vrai que c'est très drôle. C'est hilarant. Tout ça, c'est dans l'épisode de Thanksgiving, qui est pas le meilleur épisode de Thanksgiving, honnêtement, de la série, mais qui est quand même pas mal. Ouais, ça il est fait très plaisir. bien. Ouais. Et surtout, moi, je me suis retrouvée parce que une des intrigues de cet épisode, c'est que Ross essaie de se souvenir des 50 États des États-Unis et de les lister. Et du coup, j'ai mes pauses pendant mon visionnage pour lister les 50 États des États-Unis. Et comme lui, je suis arrivée à 48. Il m'en manquait 2. J'étais tellement en colère contre moi-même et il me manquait le New Hampshire et le Kentucky, voilà. En fait, c'est ça qui est marrant avec le jeu, c'est que tu te dis que tu pourrais y arriver, mais Bah en fait, c'est plus compliqué que... Ce qui m'a fait marrer, c'est que je me suis dit... Enfin, honnêtement, je peux pas les juger parce que je connais 2 départements français. Oui, mais moi, je connais plus d'États américains que de départements français. Voilà. Donc, si tu me demandais d'en lister déjà 5, j'y arriverais pas, tu vois. Donc, je peux vraiment pas juger. Et je pense que je connais plus d'États américains que de départements français. Mais c'était très, très drôle, ouais. Franchement, toute cette intrigue. Et ce qui est marrant, c'est que là, encore une fois, Joey Concon dit non, mais Ross, t'inventes des trucs, l'Utah, ça n'existe pas. Et lui, il en a trouvé 56. Donc, il en a même trouvé plus qu'il n'en existe. Donc, ça m'a fait beaucoup rire. Et d'ailleurs, pendant tout le truc, moi, je pensais qu'il y en avait 51 États américains. Donc, je suis comme Joey. Cet épisode, c'est l'épisode de Thanksgiving. Et c'est vrai que là, il y a une série d'épisodes autour des fêtes qui sont vraiment très bons. Ouais. Dont un qui est autour celui avec le Holiday Armadillo. Je sais pas comment prononcer ça en français. Enfin, Armadillo, c'est un tatou. Où Ross, en fait, veut faire découvrir Hanouka à son fils Ben, qui passe les fêtes avec lui. Mais Ben est hyper triste de pas voir le Père Noël. Alors du coup, Ross cherche un costume de Père Noël, n'en trouve pas parce que c'est 2 jours avant Noël. Et du coup, il prend un costume de tatou et il débarque pour expliquer à Ben l'origine de Hanouka. Là, encore une fois, David Schwimmer, génie comique. C'est-à-dire que quand il arrive avec le costume, ça m'a pas fait rire du tout. J'ai pas trouvé le costume particulièrement drôle. Et par contre, en fait, ce qui m'a fait mourir de rire, c'est quand il commence à se déplacer. Parce que juste la manière dont il bouge avec le costume, où il fait des tout petits pas, il piétine un peu et il peut pas se baisser en avant et il a une énorme queue en fait à l'arrière. Qui balance tout derrière. Voilà, et ça par contre ça m'a fait énormément rire. Donc encore une fois, c'est un peu comme Pivot, c'est-à-dire que je trouve que les choix qu'il fait sont très très bons et vont tirer vraiment toute la puissance comique d'un costume très con au final quoi. Je voulais faire justement un petit point judaïsme dans Friends parce que c'est un peu une question qui se pose en ligne depuis des années. Et que moi-même je me suis posée. En fait, Monica et Ross sont à moitié juifs par leur père. C'est très clair, c'est dit plusieurs fois, mais en même temps, on les voit jamais célébrer de fête, à part cette fois-ci avec Hanouka. Et on les voit allumer les bougies à la fin, et il y a la chanson Tradition de Fiddler on the Roof, un violon sur le toit qui joue en fond, et à chaque fois, ça m'émeut. Oh putain. J'adore ce film, mais enfin bon, bref. Mais c'est le seul moment vraiment où le judaïsme est montré et pas juste une référence un peu abstraite. Ouais. Et même au moment où des mariages de Ross ou Monica, ils vont être célébrés par des pasteurs. Et donc, le judaïsme de Ross et Monica est quand même vraiment en arrière-plan et n'est jamais vraiment montré. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a d'autres personnages juifs dans les 6, mais on ne le mentionne jamais. Et c'est surtout, en fait, c'est Rachel. Des années après, dans une interview du Jewish Telegraph, Martha Kaufman avait dit que Rachel était juive et c'était la seule qui était juive parce que ses 2 parents sont juifs, mais ça n'est jamais mentionné dans la série. Ouais. Sauf, un moment, elle mentionne sa grand-mère et elle appelle ça Bobby. C'est un terme yiddish pour dire grand-mère. Donc, on comprend un peu. Et surtout, elle est codifiée comme ce qu'on appelle une Jewish American Princess, une Jap, qui a un cliché, un stéréotype assez néfaste au final et très misogyne et un peu antisémite, mais qui a été réapproprié par la communauté juive américaine aussi, sur la figure de la jeune femme juive très gâtée de Long Island, qui veut absolument épouser un médecin, et c'est un truc qui se retrouve vachement dans le personnage de Rachel, surtout dans les premières saisons. Mais en fait, Rachel, on ne le dit jamais vraiment qu'elle est juive, alors que c'était les 2 créateurs de la série, Martha Kaufman et David Crane, se sont rencontrés à Brandeis University, qui est une université juive américaine. Donc ça fait quand même partie de leur identité et de l'identité de la série. Mais pourquoi on l'a jamais dit, en fait? Il y a eu pas mal d'articles sur le sujet et c'est parce que dans les années 90 et au début des années 2000, le lead féminin de la plus grande série, de la plus grande sitcom américaine, on pouvait pas dire qu'elle était juive en fait. C'est-à-dire que pour que ce soit la girl next door qui soit aimée par l'Amérique du milieu, du Midwest et avec qui tout le monde puisse s'identifier ou
être attiré par elle, il fallait pas trop souligner ses origines juives. Et donc, même si elle était codifiée comme ça dans l'écriture, ça n'a jamais été vraiment dit pour qu'elle soit un lead romantique acceptable. Et donc, c'était le choix des créateurs de se dire ça va la rendre plus acceptable ou c'était des notes de la chaîne qui... On ne sait pas si ça a été un truc conscient ou... mais c'est des analyses qui ont été faites après dans les analyses critiques de la série où on voit c'est une série qui est très blanche, qui n'a pas beaucoup de diversité et le peu de diversité qu'ils ont au niveau des origines ou de la culture, c'est ces origines juives qu'ont Monica et Ross, mais qui sont à peine mentionnées en règle générale ou très peu montrées. Et c'est les origines de Rachel qui, elles, sont carrément ignorées, ne sont jamais mentionnées. Il y a une autre série à l'époque, une grande sitcom, c'est Seinfeld, qui a été la plus grosse sitcom américaine à l'époque avec Friends, qui, elle, est beaucoup plus évidente sur justement les origines de ces personnages et le fait que beaucoup de ces personnages, Jerry Seinfeld est juif, très clairement, mais il y a un personnage comme George Costanza dedans qui, lui, a créé beaucoup de conversations parce qu'il est joué par Jason Alexander, qui est un acteur juif, parce que c'est Larry David qui l'a écrit en s'inspirant de sa propre vie, et Larry David est juif et il en parle beaucoup dans son autre série Curb Your Enthusiasm qui est sur HBO OCS en France. Par contre, le personnage en lui-même n'est jamais, en fait, on ne sait jamais s'il est vraiment juif ou pas dedans, ça n'est pas mentionné dans la série, et c'était une question que beaucoup de gens se sont posées, et en fait, ça participe un peu à ce truc où, quand des sitcoms étaient créés dans les années 90 et 2000, des sitcoms à Manhattan, il y avait bien sûr, c'était en règle générale des sitcoms très blanches, donc qui ne représentent pas du tout la diversité ethnique de Manhattan, mais qui en même temps représentaient l'identité juive très très présente à New York, mais de façon hyper édulcorée, pour surtout pas effrayer l'Amérique du milieu. Parce que c'est cette Amérique-là qui regarde le plus la télé. Alors, il y a pas mal de guest stars dans ces épisodes. Déjà, tu as noté Christopher de Gilmore Girls. Ah bon ? Oui. Il joue qui dedans ? Il joue un mec avec qui Phoebe parle au Central Perk. Mais c'est pour ça que je le connaissais. Eh ben oui, d'accord. Eh ben oui. Et donc, qui est en fait avec son ex-femme ou je sais pas quoi. Et donc, Phoebe sort avec lui et Ross sort avec l'ex-femme du mec. Oui, et du coup, ils s'engueulent. Ils reproduisent un peu le dispute du divorce. Bon, toutes ces blagues m'ont pas fait rire, mais Christopher, en fait, ce qui était marrant pour moi, c'est qu'il arrive juste après qu'on ait vu l'assistant de Rachel, sur lequel tout le monde bave, quoi. Et quand j'ai vu Christopher, je disais, mais ça, c'est un mec beau, quoi. Il est vraiment magnifique. Moi, je suis contente quand je vois des gens que je connais. Et puis surtout, son personnage est assez exécrable dans Gilmore Girls. Il y a aussi, on l'a dit, Kristen Davis, qui jouait Charlotte dans Sex and the City, donc qui joue le love interest de Joey dans un épisode. Ouais. Sorry about that, but to work on the door. Mais c'est Charlotte. Joey kind of disabled it when I moved in. You must be Rachel. I'm Erin. Hi. Waouh, ça c'est de la réaction, quoi. Ouais, franchement, je m'y attendais pas du tout. Surtout que je crois qu'on l'avait entreaperçu 5 secondes avant, mais je sais pas, je devais avoir les yeux qui regardaient ailleurs. Et là, j'étais... Mais c'est Charlotte. Mais oui, c'est Charlotte. Parce que c'est vrai que ça a été la série, une des séries les plus formatrices pour toi, donc. Bah ouais, et puis vraiment, c'est... Tu t'attendais pas à la voir là, quoi. Ouais. Il y a 2 petites apparitions aussi qui ont été marrantes pour nous parce qu'elles nous renvoient à d'autres séries qu'on regarde. Ouais. Donc, il y a le mari de Miranda, c'est ça ? En fait, c'est l'acteur qui joue Ben Warren dans Grey's Anatomy, donc le mari de Miranda. Et là, il apparaît vraiment très rapidement parce qu'il joue un pompier qui vient rendre son alarme incendie à Phoebe parce qu'elle a essayé de s'en débarrasser. Donc, ça dure vraiment 5 secondes, mais ça m'a fait plaisir de le voir. L'autre que j'ai remarqué, c'est la voisine, en fait, qui vient pour demander des bonbons à Monica. Et j'étais là, je la connais, elle. Elle s'appelle Amy Hill, l'actrice. Elle joue la mère de Josh Chan dans Crazy Ex-Girlfriend, qui est une de nos séries préférées. Ouais, j'étais trop contente de la voir aussi. Oui, moi aussi. On passe comme chaque semaine au meilleur ami de la semaine, le MVP. Anaïs, qui est ton MVP cette semaine ? Bah là, c'est une évidence, c'est Ross. Ah bon ? Bah vraiment, le vélo, pour moi, c'est... Quel homme, quoi. Je sais même plus quoi dire à ce stade-là, mais je trouve ça tellement mignon, tellement attentionné. Enfin, c'est juste, ça sort tellement de nulle part, c'est tellement pur. Alors que souvent, tu vois, il y a toujours un peu des motivations dans cette série quand les personnages se font des cadeaux ou quoi. Vraiment, après, là, il y en a aucun qui m'a particulièrement énervé dans cette demi-saison, mais Ross, pour moi, il est parfait. Et tout le moment avec Anouka et son fils aussi m'a beaucoup ému, en fait. Enfin, pareil, je trouve ça très pur, en fait, quand son fils lui dit « Non, mais je veux connaître l'histoire », et il lui dit « Ah bon ?» C'est trop mignon. Ah. Ross, je l'aime. Oui, et toi Et toi, c'est plutôt MVP, Marie? Mon MVP, c'est Clunkers le chien. Oh oui, moi aussi. Il est trop mignon. Mais moi, c'est pas le moment où il sort la tête, c'est quand elle le porte, un peu comme on porte Simba dans Le Roi Lion, et il est trop mignon, quoi. Ouais. Je voulais vraiment l'adopter. Ouais, non, vraiment, je la veux. Et qui est ton plus gros loser? Honnêtement, toute l'intrigue avec Rachel et son assistant, quoi. Et Tag. C'est ça le loser? Ouais. C'est l'intrigue. Bah ça va, toi, parfois tes losers, c'est des épisodes, hein, donc... Ah bon? Bah oui. Ah bon, j'avais oublié.
Et toi, c'est qui ton loser? Alors moi, je vais jeter un pavé dans la mare. Je vais faire un scandale. Non, en vrai, c'est Ben, le fils de Ross, il m'a énervé. Ah ouais? Bah, il est choupi. Ah, parce qu'il veut pas entendre l'histoire d'Anouka au début? Ouais, ça m'a gonflé. Et puis surtout, quand Ross lui chante Dreidel, Dreidel, I made you out of clay. Et que lui, il est là, Rudolph the Red. J'étais là, non mais petit con, quoi. Arrête, écoute ton père qui partage un truc sur sa culture et arrête de chanter. Il était juste énervant, il m'a énervé. Oh, ça va, il a genre 6 ans. Oui, bah, je sais, mais en fait, bah, il est juste, enfin, il était énervant, quoi. Bref. Pauvre Marie. Quelles sont tes prédictions pour les épisodes à venir? On va regarder jusqu'à la fin de la saison 7. Alors, mes prédictions. Je pense que là, je m'avance un peu beaucoup. Il faut y aller, il faut prendre des risques dans la vie. Vas-y. Je pense que Rachel va tomber enceinte. Ah. Pourquoi tu penses ça? Mon souvenir, qui est sans doute hyper déformé de l'époque, c'est que Rachel était enceinte dans un lit d'hôpital avec Joey à son chevet et qui lui disait « je vais t'aider à l'élever » ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Donc je sais pas du tout si c'est ça qui s'est passé ou si c'est ma tête qui a totalement déformé le truc, mais du coup, c'est un peu ce à quoi je m'attends. Qui va être le père selon toi, si elle tombe enceinte? Alors j'ai noté, Rachel va tomber enceinte de Tag, Ross ou Joey. Donc le choix est vaste, mais elle est toujours... Tous les hommes autour d'elle sauf Chandler. Voilà, c'est ça. Non, mais parce que en gros, je pense qu'il va y avoir un nouveau truc entre Ross et Rachel. Je sais pas quoi, mais je pense qu'il va y avoir un petit truc. À mon avis, le plus plausible, ce serait qu'elle tombe enceinte de Ross, mais qu'ils soient pas ensemble et que du coup, c'est là qu'elle se rapproche de Joey et que Joey lui dit « je vais t'aider à t'occuper de l'enfant et tout » et que finalement, elle finira avec Ross plus tard. Mais je suis très contente parce qu'aujourd'hui, je porte un masque pendant cet enregistrement et du coup, Anaïs ne peut pas voir du tout mes réactions, c'est super. Je vois tes yeux quand même, mais... Voilà, donc ça, c'est ma théorie et Joey va lui proposer de s'occuper de l'enfant. Je sais pas si elle va vraiment avoir un enfant ou pas, mais voilà, c'est ma théorie. Je pense qu'on va voir le mariage de Mondler à la fin de la saison 7. Et je pense du coup qu'à l'occasion du mariage ou pendant les préparatifs du mariage, on va voir arriver le père de Chandler, qui est mentionné de plus en plus fréquemment là ces derniers épisodes, et qui, si j'ai bien compris, parce que j'ai vu en plus des vidéos à l'époque et tout, qui est la série n'est pas très claire sur le sujet, soit une femme trans, soit un mec gay qui se travestit. Ils ont pas l'air trop d'avoir choisi. Je pense que c'est une femme trans. Mais d'accord. Enfin bon, ça, ouais. Ça avait l'air d'être un peu mélangé dans leur tête. Donc voilà, je pense qu'on va voir arriver le père de Chandler. Très bien, écoute Anaïs, on verra. Ouais. Merci de nous avoir écoutés. Merci Anaïs. Merci Marie. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'Amis sur slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée. Notre prochain épisode couvrira la deuxième moitié de la saison 7 de la série jusqu'au final, donc je ne peux pas révéler le titre. C'est bien parce qu'on commence un peu à toujours rentrer dans le même truc, où genre à la fin il y a un gros truc. Bah oui. Et sans doute un mariage. N'hésitez pas à suivre la série en même temps que nous et à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Et si vous êtes fan de séries, vous pouvez aussi écouter notre podcast PIC TV où on analyse l'actualité des séries. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire ou vous pouvez nous hyper auprès de tous vos amis. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Salut! Bye bye! Amis est un podcast produit par slate.fr sous la direction de Christophe Caron et Benjamin Ours avec Aurélie Rodriguez. Chaque semaine, Anaïs, tu prends des notes quand tu regardes les épisodes. Quelles sont tes notes pour cette semaine? J'ai écrit « Ah, Chandler n'a pas pu bander ». Oui. Voilà, je suis désolée pour lui. J'ai écrit tellement de tongs à plateforme dans cette série. Ça, c'est le début des années 2000. Quoi. Ah, c'est une épidémie, quoi. Il y a un moment où on voit Chandler torse nu quand il va au sauna et j'ai écrit « He ain't no Ross ». Parce que franchement, je suis désolée, mais ouvrez les yeux, quoi. Joey, encore une fois, poursuit sa carrière brillamment. Cette fois-ci, il a un rôle d'un mec dans le coma avec un pansement qui lui entoure toute la tête, donc on voit même pas son visage. J'adore cette running joke, je trouve ça vraiment trop drôle. J'aime pas du tout la nouvelle coupe de cheveux de Rachel. Ah bon? Son carré, là, c'est horrible. Bien. Oh là là, ça lui va pas du tout. Mais ce qui est triste, c'est qu'au tout début de la saison, pendant les 2 premiers épisodes, elle a des cheveux magnifiques, longs, avec... Ah, moi, j'ai pas du tout aimé, en fait. Enfin, là, ces 2 extrêmes n'allaient pas du tout. Ah bon? Mais pour moi, en fait, c'est hyper beau quand elle a les cheveux raides et longs. Et là, ces espèces de décoiffés pas beaux, hyper longs, bouclés moches. Ouais, c'est bon. Mais du coup, oui, il y a Janice qui revient, donc là, j'étais trop contente. Et effectivement, je l'avais prédit aussi dans l'épisode précédent, elle revient à chaque saison. Et j'ai noté, enfin, je me demande si c'est Janice qui va leur faire des jumeaux, en fait, à Monica et Chandler. Quel enfer! Mais non, parce qu'à un moment, enfin, déjà, ils se rapprochent et il y a tout un malentendu où elle pense qu'elle a invité au mariage de Mondler. Et Monica dit nos enfants vont l'appeler tante Janice, non? Et donc là, je me suis dit, est-ce que c'est du foreshadowing? On verra.
Il y a un moment où ils énumèrent les mecs avec qui Rachel a couché à l'époque. Et il y en a un qui s'appelle Ben Wyatt. Vous allez entendre ma réaction. Ça m'a vraiment fait Monica, tiquer. come on, you know I don't sleep with guys on the first date. Matt Wire, Mark Lynn, Ben Wyatt. Ben Wyatt. Pour rappeler qui est Ben Wyatt, c'est aussi un personnage de Parks and Rec qui est joué par Adam Scott. C'est le meilleur personnage de l'histoire de la télé. Ouais, voilà. Donc je me suis dit, ce serait vraiment marrant s'il y avait une espèce de crossover, tu vois, où en fait elle a couché avec Ben Wyatt à l'époque où il était jeune. Mon Dieu, trop bien. Ross est parfait. Tu es épuisante. J'ai écrit, il faudrait que quelqu'un parle à Ross de Chris Muka. Ça réglerait un peu tous ces problèmes. Ah bah oui. Ouais. Référence à Newport Beach. Pour Chris Muka qui est le mélange entre Christmas et Hanouka. Ouais, voilà. À un moment, et ça fait une demi-heure que tous les amis sont en train de parler à la cuisine et il y a Joey qui sort des chiottes avec un journal. Et donc on comprend que ça fait 30 minutes qu'il est aux chiottes avec son journal. Et j'ai écrit, on a un ami comme ça. Oui, c'est vrai qu'on a un ami comme ça. Voilà, big up à toi si tu te reconnais. on ne le mentionnera pas par son nom, mais il va se reconnaître. Et sinon, Phoebe arrache la batterie. Elle vient de réaménager dans son appart après. Marie ne se remet pas de... Après avoir passé genre une saison ailleurs, parce qu'elle avait plus d'appart, parce que son appart avait pris le feu, elle réemménage dans son appart, Phoebe, et le premier truc qu'elle fait, c'est d'arracher son alarme incendie. J'étais là, meuf, vraiment, là, tu cherches la merde, quoi. Mais c'est ça qui nous a amené Ben Warren après, donc j'étais contente. Joey pleure à chaque fois que quelqu'un parle du Titanic. Vraiment, je pense qu'on est la même personne, lui et moi. Et d'ailleurs, il y a un moment où il arrive pour Thanksgiving et il dit « C'est bon, j'ai mis mon jogging, vous pouvez commencer à me servir à manger. » Et là, je me suis dit « Il est moi, je suis lui. Nous sommes la même personne. » En parlant de Joey, il y a un moment, moi, qui m'a marqué, c'est il rentre dans le lit de Rachel pour faire une sieste et il porte ses chaussures et ça m'a rendue folle. C'était aussi dans mes notes. C'est comme quand ils mettent leurs chaussures sur le canapé blanc, enfin écru de Monica, mais ça me rend dingo. Non, mais là, c'est pire. Genre, le mec, il rentre sous ses draps et tout avec ses chaussures, quoi. Ah ouais, non, mais c'est horrible. Mais en plus, quand ils vont chez Monica avec leurs chaussures, je suis là, elle est maniaque. Ça n'a aucune crédibilité, leur truc. C'est clair. Et sinon, j'ai noté que quand ils regardent Die Hard, t'en as parlé, c'est quand même marrant parce que genre 4 épisodes plus tôt, il y avait Bruce Willis dans la série. Oui, c'est vrai. Et là, ils regardent un film dans lequel il y a Bruce Willis. Ouais, et juste, il y a un moment où Joey porte 2 cols roulés l'un sur l'autre. Et j'ai noté, même Succession n'a jamais tenté ce niveau de col roulé Inception, quoi. C'est vrai. Vraiment, tu sens qu'ils vont très très loin dans le game des tenues 90s.